À 2 pas de la frontière franco-suisse, sur les hauteurs de la vallée de l'Ain, se dressaient autrefois les murs austères d'un établissement qui fit la fortune d'une famille et la ruine de dizaines de voyageurs. Le Grand Hôtel de Saint-Bricourt ouvrit ses portes en 1864, promettant luxe discret et air de montagne. Mais dans les archives judiciaires de l'Ain, on retrouve un inventaire bien plus glaçant. Une pile de registres de chambres où les noms s'arrêtent brusquement, sans adresse de retour, sans trace dans les recensements. Des disparitions jamais élucidées, étouffées par les notables locaux, et qui aujourd'hui refont surface grâce à des pièces oubliées au fond d'un dépôt d'archives. L'histoire du Grand Hôtel commence par une promesse, celle d'un havre de paix au cœur d'une région en pleine mutation. En 1864, la vallée de l'Ain connaît un essor inattendu. Le chemin de fer relie désormais Lyon à Genève, amenant avec lui voyageurs d'affaires, curistes et riches familles en quête d'air pur. C'est dans ce contexte que la famille Vaurhin, propriétaire terrien depuis plusieurs générations, décide de transformer son domaine en un établissement moderne et prestigieux. L'auberge paysanne qu'il tenait depuis des décennies devient le Grand Hôtel de Saint-Bricourt, un nom qui respire le faste et qui attire rapidement la bourgeoisie lyonnaise. À première vue, tout respirait la respectabilité. Le hall principal, avec ses boiseries cirées et son comptoir en marbre, accueillait les clients dans une atmosphère feutrée. Les chambres, une trentaine au total, portaient des noms de fleurs et de rivières. Mais derrière l'image polissée, les archives révèlent une autre réalité. Car si le registre des arrivées était soigneusement tenu, celui des départs présentait de troublantes lacunes. À plusieurs reprises, des noms apparaissaient, suivis d'aucune mention de sortie, comme si les voyageurs avaient cessé d'exister après avoir franchi le seuil de l'hôtel. Un archiviste du département, en feuilletant par hasard un volume poussiéreux en 1982, nota cette étrangeté. À la date du 17 mars 1871 figure l'inscription suivante. Chambre 12, Monsieur Auguste Delaunay, négociant, Paris. Mais aucune signature de départ, aucune facture réglée. Le registre s'ouvre directement au client suivant, comme si Delaunay avait disparu dans les murs mêmes du bâtiment. Et l'affaire ne s'arrête pas à un seul exemple. Entre 1871 et 1879, au moins 17 entrées de ce genre apparaissent dans les registres. Le plus inquiétant est que certains de ces voyageurs sont connus par ailleurs. On retrouve dans la presse locale de l'époque des annonces de familles recherchant un fils, un mari ou un frère disparu quelque part entre Lyon et Genève. Leurs noms correspondent parfois aux mentions du registre, mais jamais la justice ne sembla relier ces fils ténus. Un témoignage indirect retrouvé dans une lettre privée confirme les soupçons. En 1875, un représentant de commerce de Dijon écrivait à son frère « J'ai couché à Saint-Bricourt. L'hôtel est confortable, mais il y règne une atmosphère étrange. On y croise peu de monde, les couloirs sont déserts, et pourtant j'entendais pas au milieu de la nuit. » Ce marchand, lui, réapparut bien dans ses affaires, mais il évoque à demi-mot une inquiétude diffuse, comme si le lieu lui-même retenait ses hôtes plus qu'il ne les servait. Ce qui frappe en relisant ces fragments, ce n'est pas seulement l'absence d'enquête officielle, mais le silence organisé autour du Grand Hôtel. Les journaux de l'Ain, portant friands de faits divers, ne rapportent aucune disparition liée à l'établissement. Les rares familles qui insistèrent se heurtèrent à des réponses vagues. « Votre parent a dû repartir sans prévenir » ou « Peut-être a-t-il passé la frontière en Suisse ». La notoriété des Vaurhin, leur richesse et leurs relations locales suffisaient à faire taire les rumeurs. Mais derrière les registres et les lettres, une question persiste. Que devenaient ces voyageurs ? Les montagnes alentour ne manquaient pas de ravins, et la frontière proche offrait 1000 échappatoires. Pourtant, les objets personnels retrouvés plus tard dans les caves de l'hôtel, des valises intactes, des montres gravées, des papiers jamais expédiés, laissent penser que les disparus n'étaient pas partis de leur plein gré. Ce n'est qu'en 1880, lorsqu'un inspecteur des contributions tomba par hasard sur une anomalie dans les comptes de l'hôtel, que le voile commença à se déchirer. Car derrière les façades cossues du Grand Hôtel se cachait une mécanique moins visible, une caisse parallèle où affluaient les biens de ceux qui n'avaient jamais quitté Saint-Bricourt. Le premier accroc officiel au vernis du Grand Hôtel ne vient ni d'un gendarme ni d'un juge, mais d'un homme de chiffres. Le 9 février 1880, l'inspecteur des contributions indirectes, Émile Courvoisier, dresse un rapport sec.
Discordance entre les encaissements consignés au journal de caisse et les droits de timbre acquittés sur les quittances. Écart récurrent les dimanches et les lundis. Ce genre de phrase, noyée dans la paperasse fiscale, eût pu passer inaperçu. Sauf qu'un second feuillet l'accompagne. Inventaire des objets en dépôt, cave B2, non déclarés à la taxe de séjour. Une liste de 23 entrées apparaît, rédigée par une main habile, celle du caissier de l'hôtel Victor Béraud, coffreur en cuir brun, initiale AD, montre à gousset argent, couvercle gravé à mon fils Jules, 1868, portefeuille en peau, sans numéraire, contient des billets d'ordre. Quand Courvoisier demande à examiner ses dépôts, la famille Vorin répond par le sourire. « Certains clients nous prient de conserver leurs effets lorsqu'ils sortent en excursion, monsieur l'inspecteur. » Il insiste. On l'accompagne au sous-sol. La cave B2 sent le charbon et l'huile de lampe. Les casiers sont numérotés, mais plusieurs étiquettes pendent, vides. Dans un coin, un coffre en fer fermé par un cadenas neuf. Vorin père explique « Nous avons renforcé la sécurité, des voleurs rôdent depuis que la ligne attire du monde. » Courvoisier ne dispose pas ce jour-là du pouvoir de forcer le coffre. Il repart avec des notes, une impression d'ordre trop parfait et une question. Pourquoi les dépôts ne figurent-ils pas dans le journal de caisse comme l'exige l'arrêté préfectoral de 1874 ? Une semaine plus tard, un courrier anonyme arrive sur son bureau, rédigé à l'encre violette. « Monsieur, si vous voulez comprendre les chiffres, regardez la main qui tourne les pages. Le caissier tient 2 livres. Le grand reste sur le comptoir, le petit se cache derrière le paravent. Les clients, dont le nom ne sort jamais de la maison, y ont une dernière colonne, liquidée. La lettre n'est pas signée. Les archives locales attribueront plus tard ce courage discret à la lingère, Louise B., payée en vin et en silence. Courvoisier revient, cette fois accompagné d'un agent de l'enregistrement. Le grand livre déposé sur le comptoir est impeccable. Recettes du restaurant, location de chambre, pourboire consigné avec une vertu presque ostentatoire. Le caissier, Béraud, a le geste sûr et le regard tranquille. Quand on évoque un second livre, il hausse les épaules. « Messieurs, vous êtes libres de fouiller. » On fouille. Le paravent dissimule seulement un porte-manteau et un crachoir. Puis, au moment de repartir, l'agent remarque une planche plus claire dans le lambris, à hauteur de genou. Elle sonne creux. Vorin découvre un sourire glacé. Une vieille cache à bouteilles, héritage paysan. On dévisse. Derrière, un carnet étroit, coin renforcé en métal. Sur la couverture, un mot. Compendium. Ce compendium n'est pas un livre de caisse. C'est une carte des disparitions maquillée en vocabulaire hôtelier. Chaque page porte 3 colonnes. Nom, chambre, sortie. Et sous sortie, 3 codes. P, payé et parti. R, renvoyé vers Genève, rarement utilisé. Et S, suivi. Pour se marquer de S, une main différente, serrée, impatiente, a ajouté des montants. Montré et fait 120 francs. Billet d'ordre 3000 francs, frais divers 18 francs. En bas de page, une addition au crayon. Total, caisse spéciale. La lecture à elle seule ne suffit pas à une inculpation, mais elle ouvre des portes. L'agent recoupe 3 noms S avec des annonces publiées dans le Courrier de l'Ain et le Petit Lyonnais. Auguste Delaunay, Paris, VH, initiale uniquement, Genève, et un 3e plus banal, Monsieur Jules Arnaud, voyageur en drap. Tous portés disparus. Tous vus pour la dernière fois dans la vallée de l'Ain. Au Grand Hôtel, on répond qu'ils ont quitté l'établissement à l'aube. Aucun employé n'a vu les départs. Dans un tiroir du comptoir, Courvoisier met à la main une enveloppe non affranchie adressée à Monsieur Raoul Vorin, Genève, rue des Bains. À l'intérieur, des reçus de dépôt du Mont-de-Piété de Genève, datés d'avril et mai 1878, une montre d'argent, un nécessaire de voyage en cuir, un porte-document. Montant, 60 francs, 45 francs, 80 francs. Le caissier explique, c'est des clients suisses qui laissent gager leurs objets pour régler leurs notes. Nous rendons service. Service, encore. Service qui traverse une frontière, s'échappe du regard des autorités de l'Ain et se dissout dans des bureaux propres d'une ville voisine. C'est alors que surgit un témoin inattendu. Le postillon, Anatole Girard, qui assure la navette entre la gare et l'hôtel depuis 15 ans, accepte de parler en off. Sa déposition, consignée plus tard par un greffier, tient en une phrase.
Les clients marqués S, je ne les ai jamais reconduits à la gare. Les nuits où ils étaient là, on descendait des troncs d'arbres à la remise des charrettes et un charretier de la scierie des Vorins prenait la route des Gravières. Les Gravières, ces poches d'eau sombre près de la rivière où on lave le sable de construction, profonde, boueuse. L'endroit parfait pour que la Meuse locale avale ce que la maison ne veut plus montrer. Dans le grenier de l'hôtel, une autre preuve sans poussière. Une valise à fermoir cassée, cachée derrière des rouleaux de tapisserie. À l'intérieur, des chemises d'hommes soigneusement pliées, une trousse de toilette, un carnet de comptes de voyage. Première page, J. Arnaud, tournée Lyon-Genève, mars 1879. Dernière ligne notée, Saint-Bricourt, dîner correct, chambre 14, écrira Lise demain. Le courrier n'est jamais parti. La trousse contient un rasoir encore emballé dans du papier huilé, une bague simple en or. Rien n'a été vendu ni rendu. Le temps s'est arrêté dans la poussière. Pourquoi un tel silence des autorités ? Parce que le grand hôtel irrigue la vallée. Les fournisseurs, bouchers, viniers, la scierie vivent de ses commandes. Le curé des hauteurs bénit ses salons. Le conseiller d'arrondissement, cousin par alliance, dîne le dimanche dans sa salle à manger privée. Étrangler l'hôtel, c'est étouffer Saint-Bricourt. Alors on signe des papiers qui rassurent. Rien à signaler. Courvoisier n'est pas un héros. Il est un rouage obstiné. Il transmet son dossier à l'administration centrale, propose une amende pour tenue irrégulière de registre et défaut de déclaration des dépôts. L'État voit des colonnes à redresser, non pas des fantômes à enterrer. Mais dans l'ombre, un autre rouage s'active. Une lettre part de Genève, de la main d'un certain Hervé, au directeur du Grand Hôtel. Si Paris fouille, il faudra déplacer la caisse, les S suffiront à nous compromettre. Cette lettre, retrouvée en 1978, a un verso. Quelques mots griffonnés par une autre plume. Ne plus laisser les clés de la cave BD au comptoir. Rendez-les à la gouvernante. Elle sait quoi faire si on doit liquider la chambre sans bruit. La gouvernante s'appelait Hortense Vorin. Sœur, fille, complice, les registres hésitent. Ceux qui ne doutent pas, ce sont les colonnes du compendium. Elles s'alignent comme des rails. Nom, chambre, un S. Puis les Gravières, puis Genève, puis l'encre sèche. On aime croire que les crimes naissent du sang. Ici, ils naissent de la paperasse. Code, abréviation, reçu de dépôt. L'abstraction protège, l'argent justifie. La province oublie. Mais un compendium sorti d'un lambris, un postillon fatigué qui parle de charrette à l'aube, une valise intacte. Et l'histoire commence à peser plus que les relations. La suite se jouera hors des salons cirés, aux Gravières, dans la boue froide, là où les charretiers des scieries Vorins venaient tremper leurs acieux la nuit, et où les pêcheurs, bien des années plus tard, remonteront autre chose que des cendres. Les Gravières de Saint-Bricourt apparaissent dans les archives comme un simple détail géographique, une zone d'extraction de sable au bord de l'Ain. Pourtant, pour qui se penche sur les dépositions oubliées, elles deviennent un décor macabre. Dès 1881, un garde champêtre rédige un rapport resté confidentiel. Découverte de tissus flottants dans la gravière des Vorins. Couleur sombre, probablement vêtements abandonnés. Odeur forte, disparition rapide à l'approche des ouvriers. Ce rapport n'a jamais été transmis au parquet. Il est resté coincé dans les tiroirs de la mairie. Un siècle plus tard, en 1976, des plongeurs bénévoles explorant ces poches d'eau retrouvent, coincé dans la vase, un objet inattendu. Une gourmette d'argent avec l'inscription AD 1868. Ce détail renvoie directement à l'inventaire du caissier Béraud. Montre gousset argent, couvercle gravé à mon fils Jules, 1868. Coïncidence ? Pas aux yeux des enquêteurs amateurs qui, à partir de là, commencent à relier les points. Mais revenons au XIXe siècle. À partir de 1882, les rumeurs se font plus insistantes dans le village. Un boucher raconte à demi-mot avoir livré des quartiers de viande à l'hôtel contre des effets personnels. Un charretier confie un soir de beuverie qu'il a porté plus que du bois dans ses tombereaux. Ces bribes, jamais consignées officiellement, circulent de bouche en bouche. On parle de voyageurs disparus, avalés par la maison. Le surnom naît, le grand hôtel des disparus.
Un détail troublant revient souvent. Le rôle de la gouvernante, Hortense Vorin. Décrite comme une femme austère, habillée de noir, elle tenait le trousseau des clés. C'est elle qui ouvrait et fermait les caves, elle qui montait les plateaux de repas dans les chambres tard le soir. Une servante, partie brusquement en 1883, racontera plus tard à une cousine « Certaines nuits, Hortense entrait dans les chambres avec une fiole. Le matin, les draps étaient changés, mais les clients, eux, on ne les revoyait pas. » Les archives judiciaires de Genève apportent un autre fragment. Dans les registres du mont-de-piété, un certain Raoul Vorin, domicilié rue des Bains, multiplie les dépôts d'objets de voyage, malles, bijoux, montres, toujours entre 1878 et 1884. L'homme se présente comme représentant hôtelier et personne ne s'étonne de voir passer autant de biens. Mais ce qui glace, c'est que certains de ces objets correspondent des descriptions des familles en quête de disparus. En 1885, un événement aurait pu faire basculer l'affaire. Une inondation frappe la vallée, la rivière déborde et les gravières se remplissent de débris. Dans les branches et la boue, 2 crânes humains sont retrouvés par des pêcheurs. Le médecin local parle d'ossements anciens, sans préciser davantage. Aucune enquête n'est ouverte. Les crânes disparaissent dans les collections médicales de l'école de Lyon, anonymes, sans nom, sans sépulture. Ce silence devient presque une règle d'or. Le préfet, alerté par un rapport de Courvoisier en 1886, note en marge « Ne pas exciter la presse, établissement vital pour l'économie, classé ». Ces 3 mots, classés sans suite, sonnent comme une condamnation définitive pour les familles de disparus. Et pourtant, sous la surface, la mémoire travaille. Les notaires, en consignant les successions, tombent parfois sur des inventaires d'objets jamais réclamés. Les prêtres, dans leurs sermons, glissent des allusions à ceux qui n'ont pas retrouvé leur chemin. Les paysans, eux, refusent de pêcher dans certaines gravières, jurant que l'eau garde des choses et que les filets s'y accrochent à plus qu'à des pierres. En 1902, l'hôtel change officiellement de main, vendu à une société genevoise, rénové, repeint. Il devient un sanatorium. Mais dans les caves, les parois portent encore des marques étranges. Initiales gravées à la pointe d'un couteau. Date, prénom. Les ouvriers qui découvrent ces traces préfèrent se taire. Les murs d'un hôtel sont faits pour accueillir des clients, pas pour garder leurs fantômes. Aujourd'hui, quand on parcourt les registres retrouvés dans les archives départementales, on voit s'aligner les prénoms effacés de l'histoire. Ils ne sont plus que des initiales, des S tracés à la hâte, des valises oubliées derrière des lambris. Mais chaque colonne du compendium raconte la même chose. Une arrivée, jamais suivie d'un départ. Le grand hôtel avait ses clients visibles et ses pensionnaires invisibles. Les premiers repartaient avec des souvenirs de luxe. Les seconds restaient dans les gravières, avalés par une mécanique comptable où la mort avait son prix exact, noté en francs et centimes. Le premier témoignage direct, consigné noir sur blanc, apparaît en 1891. Il provient d'un ancien serveur, Jacques Morel, interrogé dans une affaire sans rapport, un vol à Lyon. Dans ses déclarations, conservées au greffe, une digression attire l'attention. J'ai travaillé 2 saisons au Grand Hôtel de Saint-Bricourt. On y servait des dîners aux notables, mais on y servait autre chose aussi. Il m'est arrivé d'apporter des plateaux à des chambres dont je ne revis jamais les occupants. Morel raconte une scène précise. Une nuit d'avril 1880, on lui ordonne de porter un bouillon chaud à la chambre 14. À l'intérieur, un homme d'une 40aine d'années, bien habillé, lit des papiers. Hortense Vorin lui intime de laisser le plateau et de sortir. Le lendemain matin, Morel monte pour récupérer la vaisselle. La chambre est vide, le lit défait, mais aucun bagage. Le registre, consulté au comptoir, porte bien le nom de l'homme, Arnaud, voyageur en drap, mais aucune mention de départ. Quand j'ai demandé où était le client, raconte Morel, le caissier m'a dit « parti à l'aube ». Sauf que les diligences ne partaient jamais avant 9 heures. Ce genre de contradiction, répétée des dizaines de fois, devient un motif. Les clients partis à l'aube, sortis par la petite porte, montés directement dans une voiture pour Genève.
Autant d'histoires fabriquées pour combler les vides. Mais les employés, eux, voient bien que les bagages ne suivent pas. Morel affirme avoir vu Hortense descendre une malle à la cave, aidée par 2 charretiers de la scierie. Le coffre n'est jamais remonté. Un second témoin, la lingère Louise B., confirme des pratiques troublantes. Dans une lettre à sa sœur, retrouvée en 1924 dans un grenier, elle écrit « Certaines nuits, on me demande de changer les draps de 2 ou 3 chambres au petit matin. Les clientes sont plus là. Pas de valise, pas de clé rendue. Mais on insiste pour que les lits soient refaits comme si rien n'avait eu lieu. » Ces récits isolés auraient pu disparaître dans le flot des bavardages de province. Mais ce qui leur donne du poids, ce sont les objets matériels retrouvés plus tard. Lors de travaux, en 1932, les ouvriers découvrent derrière une cloison de l'aile est un amas d'effets personnels, cannes, chaussures, vestes, encore en bon état. La presse locale parle d'un débarras oublié, mais un journaliste curieux note que plusieurs de ces vêtements portent des initiales brodées qui correspondent à des noms relevés dans le compendium. À ce stade, l'hypothèse du hasard s'effondre. Trop de coïncidences, trop de recoupements. Le Grand Hôtel n'était pas seulement un lieu d'accueil, il était une machine à faire disparaître. Les registres montraient les entrées, le compendium classait les absents, et les caves ou les gravières se chargeaient du reste. Le plus glaçant dans les dépositions de Morel et Louise est l'absence totale de révolte. Ils ne dénoncent pas, ils décrivent simplement, comme si ces disparitions faisaient partie des usages du lieu au même titre que servir le dîner ou changer les draps. La peur, bien sûr, jouait son rôle. Les Vaurins contrôlaient les emplois, les loyers, les fournisseurs. Mais il y a aussi dans ces témoignages une forme de résignation. Comme si, pour beaucoup, la mort de quelques voyageurs sans attache ne pesait pas lourd face à la prospérité d'un village entier. C'est ce silence collectif qui explique pourquoi l'affaire n'a jamais débouché sur un procès. Les familles de disparus écrivaient, réclamaient, parfois se déplaçaient. On leur répondait avec politesse « Votre parent a dû continuer sa route ». On leur montrait même, pour les convaincre, des signatures falsifiées dans le registre, imitant maladroitement l'écriture des voyageurs. Peu insistaient au-delà. La distance, la peur du scandale, la confiance naïve dans l'institution finissaient par éteindre les démarches. Mais la mémoire, elle, restait tapie. Dans les récits des villageois, le Grand Hôtel prenait une réputation étrange. On disait qu'il ne fallait pas y réserver une chambre paire, surtout la numéro 12 ou la 14, que certains voyageurs s'y couchaient et qu'on ne les revoyait plus. Les enfants se défiaient d'approcher les caves, les pêcheurs juraient que les gravières rendaient des bruits la nuit. Derrière les murs cirés et les salons garnis, l'hôtel devenait un secret partagé. Tout le monde savait, personne ne disait. Et dans le compendium, la colonne des S continuait de s'allonger, froide, administrative, comme si ces vies avaient été réduites à une ligne de chiffres et un mot, suivi. Si l'on cherche à comprendre pourquoi le Grand Hôtel a pu fonctionner ainsi pendant près de 20 ans sans qu'aucune enquête sérieuse devienne l'interrompre, il faut regarder du côté des autorités locales. Saint-Bricourt n'était pas seulement un village isolé, c'était un nœud économique. L'hôtel faisait travailler la scierie, les vignerons, les maraîchers, les cochers. Son rayonnement profitait à tout le canton. Toucher au Grand Hôtel, c'était asphyxier une partie de la vallée. Dès 1875, des familles de disparus avaient pourtant adressé des courriers au parquet de Bourg. Dans l'un d'eux, conservé miraculeusement, la veuve d'un négociant lyonnais écrit « Mon mari est monté au Grand Hôtel de Saint-Bricourt le 12 mars, chambre 8. Nous n'avons plus reçu de lettres depuis. Ces bagages ne nous ont jamais été restitués. Je vous prie d'enquêter. » Réponse du parquet, laconique. « Votre époux a probablement poursuivi sa route vers Genève. Aucun élément ne permet de soupçonner un crime. » Pourquoi tant d'indifférence ? Parce que les Vaurins savaient arroser qui il fallait. Dans les archives du Conseil général de l'Ain figure une ligne budgétaire datée de 1877.
Subvention exceptionnelle pour la restauration de l'église de Saint-Bricourt, don de la famille Vourin. La somme est considérable, 12 000 francs or. En contrepartie, le curé prêchait sur la générosité des Vourins et fermait les yeux sur les rumeurs. Le préfet, de son côté, était invité 2 fois à l'an à des banquets dans les salons privés de l'hôtel. Les factures retrouvées dans les archives familiales mentionnent « champagne Meuhet Chandon, offert ». Ces repas étaient des démonstrations de puissance, tables couvertes de gibier, orchestre venu de Lyon, et toujours ce rappel subtil que sans l'hôtel, la vallée retomberait dans l'ombre. Plus insidieux encore, la gendarmerie locale dépendait directement des Vourins. L'hôtel fournissait les chevaux, réparait les selles, offrait même le logement à certains gradés de passage. Quand une plainte arrivait, le brigadier faisait un tour à l'hôtel, recevait une enveloppe ou une caisse de vin, et le dossier se perdait dans la poussière. Un rapport interne, retrouvé bien plus tard, éclaire ce mécanisme. Rédigé par un sous-préfet en 1888, il stipule « Des disparitions à Saint-Bricourt alimentent les conversations. Cependant, il est dans l'intérêt du département de ne pas entacher un établissement qui attire chaque année plus de 1200 voyageurs et contribue largement aux contributions locales. Classer les affaires. » Ce cynisme administratif s'accompagnait d'une discipline du silence dans le village. Ceux qui osaient parler se retrouvaient marginalisés. Le charretier Girard, après sa confidence sur les trajets nocturnes vers les Gravières, perdit son contrat de transport et dut s'exiler à Mâcon. La lingière Louise B., suspectée d'avoir écrit la lettre anonyme, vit son frère renvoyé de la Syrie. Le message était clair, toucher au secret, c'était perdre son gagne-pain. Cette chape de plomb se renforçait d'autant plus que l'époque connaissait d'autres affaires retentissantes, bandes de brigands, faux monnayeurs, crimes de droit commun. Les journaux se concentraient sur ces faits divers spectaculaires. Le Grand Hôtel, lui, restait une institution respectable. La presse locale, souvent subventionnée par les notables, ne publiait que des comptes rendus de bals et de réceptions. Pas un mot sur les disparus. Et pourtant, dans les marges, certains continuaient de prendre des notes. Courvoisier, l'inspecteur des contributions, griffonnait en bas de ses rapports. Incohérence non résolue. Un notaire de Nantua conservait dans son étude plusieurs testaments non exécutés, faute de corps retrouvés, où apparaissaient des héritiers lésés. Un jeune médecin de passage, en 1887, nota dans son journal intime « Ici, tout le monde chuchote sur des voyageurs qui ne repartent jamais, mais personne ne veut en savoir plus. » C'est cette accumulation de silence, de complicité, de renoncement qui a bâti la réputation de l'hôtel comme une forteresse intouchable. On pouvait disparaître derrière ces boiseries cirées et rien ne viendrait troubler la quiétude des salons. Ce n'est qu'au tournant du siècle, quand les Vourins vendirent l'établissement à une société genevoise, que les langues se lièrent, trop tard pour les familles, trop tard pour la justice, mais assez pour laisser dans les archives des fragments de vérité. Lorsque le Grand Hôtel changea de main en 1902, il passa sous la gestion d'une société genevoise spécialisée dans les sanatoriums. Les nouveaux propriétaires entreprirent des travaux de modernisation, suppression de certaines cloisons, installation de l'eau courante, réaménagement des caves. C'est à ce moment-là que surgirent des indices matériels que personne, jusque-là, n'avait osé fouiller. Un entrepreneur du bâtiment, François Delorme, consigna dans un rapport adressé à la société. Derrière une cloison de l'aile est, nous avons trouvé un ensemble d'objets entassés, couverts de poussière. Il s'agit de vêtements, valises, cannes et divers effets personnels. Plusieurs pièces portent des initiales. Nous demandons instruction. La réponse fut brève. Détruire, ne rien conserver. Mais Delorme, curieux, mit de côté une partie de ses trouvailles. Ses descendants, en vidant sa maison dans les années 1960, redécouvrirent une malle contenant ces vestiges. Parmi eux, un carnet de comptes relié de cuir au nom de Jules Arnaud, le voyageur en drap dont le registre de l'hôtel mentionnait la chambre 14 en 1879. Le carnet s'arrête brusquement à la page « Saint-Bricourt, dîner correct, chambre 14 ». Aucun mot n'indique un départ. On y trouve aussi une paire de boutons de manchette gravés A.D., qui rappellent la gourmette d'argent retrouvée dans les gravières. Dans une autre boîte, des lettres jamais envoyées, soigneusement pliées. L'une d'elles, adressée à une certaine Lise, commence ainsi
Ma chère, j'écris de Saint-Bricourt où je fais halte une nuit. Le lieu est calme, mais je ressens un trouble que je n'explique pas. La lettre s'interrompt net, comme si la plume avait été posée précipitamment. Ces découvertes tardives, bien que frappantes, n'avaient plus de poids judiciaire, mais elles confirmaient ce que les témoins du XIXe siècle avaient laissé entendre. Les clients, disparus, ne repartaient pas. Leurs affaires restaient enfermées derrière des cloisons ou descendues dans les caves, tandis que leurs noms s'effaçaient peu à peu des mémoires. Un autre lot d'objets, retrouvé cette fois en 1932 lors de travaux de réfection des caves, apporta une dimension plus sombre encore. Les ouvriers mirent au jour une pièce murée, à moitié remplie de gravats et d'objets disparates. Chaussures, parapluies, mal éventrés. Dans ces débris, on distinguait des morceaux de tissu tachés, durcis par le temps. Le médecin communal, sommé de se prononcer, écrivit prudemment « Matière organique ancienne, sans valeur d'expertise », et l'affaire fut close. Pourtant, un jeune journaliste, présent ce jour-là, nota dans ses carnets « Dans un recoin de la cave, j'ai vu une inscription tracée au couteau sur une poutre. 1879 H.A. Est-ce Hortense Vorin ?» Ces initiales, visibles encore aujourd'hui sur une pièce de bois conservée au musée local, entretiennent l'idée que la gouvernante avait laissé sa marque, comme une signature muette. Chaque découverte de ce type aurait pu déclencher une enquête sérieuse, mais la logique resta la même: minimiser, détruire, oublier. Les preuves matérielles devenaient des vestiges sans importance, les ossements des curiosités médicales, les objets des rebuts d'un débarras. La province préférait protéger sa réputation plutôt que de rouvrir les plaies. Ce qui rend ces indices si troublants, ce n'est pas seulement leur existence, mais leur accumulation. Valises abandonnées, lettres interrompues, bijoux gravés. Chacun de ces fragments raconte une vie stoppée nette au seuil d'une chambre. Chacun confirme que le Grand Hôtel n'était pas seulement un lieu de passage, mais un piège dont certains ne revenaient jamais. Et dans l'ombre, toujours, le compendium, ce petit carnet de caisse retrouvé derrière un lambris, reste la pièce centrale. Froid, administratif, sans émotion. Une colonne S à côté d'un nom, un montant noté en francs. La comptabilité de la disparition. Les familles des disparus furent les seules à ne jamais renoncer complètement. Leurs lettres, conservées par hasard dans différents fonds d'archives, donnent une voix à ce que l'hôtel avait fait taire. Elles sont écrites avec une politesse d'époque, mais la détresse perce à chaque ligne. En 1879, la sœur de Jules Arnaud adresse au préfet de l'Ain un courrier poignant. « Monsieur le préfet, mon frère devait me rejoindre à Genève après une courte halte à Saint-Bricourt. Ses bagages n'ont pas reparu. Son employeur confirme qu'il n'a jamais achevé sa tournée. Je vous prie instamment de vérifier auprès du Grand Hôtel. » Réponse: aucun incident signalé. Votre frère a probablement prolongé son voyage. En 1881, la famille Delaunay publie dans le Petit Journal une annonce. Négociant parisien disparu sur la route de Genève. Signalement: taille moyenne, barbe noire, montre en argent gravée. Toute information utile sera récompensée. L'annonce restera sans suite. Certaines familles entreprirent même le voyage jusqu'à Saint-Bricourt. On retrouve le récit d'un notaire lyonnais venu enquêter pour le compte d'une veuve. Dans son rapport privé, il décrit l'accueil glacé. « À mon arrivée, j'ai trouvé un personnel muet, un registre impeccable, mais aucune volonté d'aider. Le caissier m'assura que le disparu avait quitté l'hôtel le matin, laissant sa note soldée. Pourtant, les valets de chambre me confièrent qu'aucune voiture ne l'aurait emporté. La stratégie des Vorin consistait à noyer les familles dans des réponses vagues, parfois à produire des signatures falsifiées, prouvant un départ imaginaire. Pour les proches éloignés, il était difficile de contester. Les voyages coûtaient cher, la justice exigeait des preuves. Faute de corps, faute de certitude, les dossiers s'éteignaient, un par un. Dans certains cas, la douleur devenait obsessionnelle.
Une mère bordelaise, dont le fils étudiant s'était volatilisé en 1883, écrivit plus de 20 lettres au ministère de l'Intérieur. Dans l'une d'elles, elle implore « Rendez-moi au moins ses effets, pour que je puisse prier sur quelque chose qui lui appartienne. » Elle ne reçut jamais de réponse. Ce silence institutionnel accentuait la solitude des familles. Elle se heurtait à une mécanique plus vaste qu'elle, celle des intérêts économiques, des protections politiques, du poids d'un établissement dont tout le canton dépendait. L'hôtel n'était pas seulement une entreprise privée, il était devenu un pilier de la région. L'accusé s'était accusé tout un système. Avec le recul, ces lettres constituent pourtant la preuve la plus bouleversante. Elles montrent que les disparus n'étaient pas des fantômes anonymes, mais des hommes et des femmes attendus, aimés, espérés, que derrière chaque initiale du compendium se cachait une vie interrompue. Et c'est sans doute pour cela que, plus d'un siècle plus tard, la redécouverte de ces documents produit un tel malaise, parce qu'ils rappellent que si la justice a fermé les yeux, la douleur, elle, n'a jamais cessé. Les familles, impuissantes, avaient frappé à toutes les portes, mais le grand hôtel restait une forteresse, et la vallée une conspiration de silence. Au fond, ce ne sont pas les archives officielles qui crient le plus fort, mais ces lettres tremblées, tachées de larmes et d'encre. Elles disent la vérité nue. À Saint-Bricourt, on n'a pas seulement volé des biens, on a volé des fils, des maris, des frères, et on a bâti une prospérité sur ses absences. Au fil des années, le silence officiel ne suffisait pas à étouffer les rumeurs. Dans les veillées d'hiver autour des poêles et des cheminées, les habitants de Saint-Bricourt glissaient des histoires que l'on chuchotait plus qu'on ne racontait. Le grand hôtel devenait une sorte de lieu maudit, un bâtiment imposant où l'on mangeait bien, où les notables dansaient, mais dont les caves inspiraient une crainte sourde. Les enfants grandissaient avec des interdits, ne jamais jouer près des gravières, ne pas s'approcher des caves, éviter les chambres au numéro pair, surtout la 12 et la 14. Là-haut, disait-on, les lits avalent les voyageurs. Les gosses se défiaient parfois d'aller toucher la porte de service ou de glisser une pierre dans la bouche d'aération des caves. Ceux qui l'avaient fait juraient avoir entendu des bruits, des coups étouffés, comme si le bois gardait encore la mémoire des nuits passées. Un paysan racontait que, certains soirs, en longeant la rivière, il avait vu des charrettes sortir discrètement de l'hôtel et prendre la route des gravières. Une fois, il aurait entendu un objet lourd tomber dans l'eau, suivi d'un silence pesant. D'autres parlaient de lanternes qui s'éteignaient aussitôt qu'on tentait de s'en approcher. On n'osait pas en dire plus, de peur d'attirer des ennuis. Dans les années 1890, la réputation de l'hôtel franchit même les limites de la vallée. Des voyageurs lyonnais ou suisses, avant de réserver, demandaient à voix basse « Est-ce vrai qu'on disparaît là-bas ?» Les hôteliers concurrents souriaient, mais n'étaient pas mécontents que le doute plane. Pourtant, la clientèle continuait à affluer, preuve que le luxe et la réputation l'emportaient sur la peur. L'Église, de son côté, tentait de canaliser ces histoires. Le curé de Saint-Bricourt parlait en chair de « superstitions dangereuses », rappelant que les Vorains étaient de généreux bienfaiteurs. Mais les paysans notaient autre chose. Chaque fois qu'un voyageur disparaissait, les Vorains commandaient une messe privée, discrète, sans explication, comme pour apaiser une conscience ou acheter un silence céleste. Avec le temps, la rumeur se figea en légende noire. On disait que les murs du grand hôtel respiraient la nuit, que certaines chambres avaient des planchers plus sonores que d'autres parce qu'on y avait creusé des caches. Des ouvriers chargés de travaux de peinture racontèrent avoir trouvé des initiales gravées dans le plâtre, des dates suivies d'une croix. On murmurait aussi que Hortense Vorin, la gouvernante, apparaissait dans les couloirs longtemps après sa mort, un trousseux de clés à la main. Tout cela n'était sans doute que la traduction populaire d'une réalité trop lourde pour être dite. Le crime s'était fondu dans les habitudes, dans les silences convenus.
Pour les notables, il n'y avait rien à voir. Pour les villageois, il fallait bien continuer à vivre, à vendre du vin, à fournir du bois, à travailler à la scierie. La légende servait de soupape, de façon détournée de nommer ce qu'on ne pouvait accuser. Et c'est peut-être là le plus glaçant. Un lieu où la disparition de voyageurs s'était muée, non en scandale ou en procès, mais en folklore local. Le Grand Hôtel était à la fois une vitrine de prospérité et une cicatrice collective, soigneusement recouverte de dorures. Au XXe siècle, l'hôtel avait changé plusieurs fois de fonction. Sanatorium, centre de repos pour officiers suisses, puis colonie de vacances dans les années 1950. Chaque transformation entraînait des travaux, et chaque chantier faisait remonter à la surface des traces que l'on s'empressait d'oublier. En 1932, les ouvriers découvrent la pièce murée remplie d'objets personnels. En 1957, lors de la transformation en colonie, un maçon met au jour derrière une cloison une petite boîte métallique contenant des papiers humides. Cartes de visite, billets de train Lyon-Genève, fragments de lettres. Parmi eux, une page arrachée où l'on lit encore « Hôtel Saint-Bricourt, 14 avril 1882. Si je ne reviens pas ». La feuille, fragilisée, s'effrite en partie avant même d'être archivée. Dans les années 1970, des plongeurs amateurs explorent les gravières de la vallée. Leur but est de retrouver du matériel de pêche, mais ils tombent sur des restes inattendus. Un portefeuille de cuir vidé de ses papiers et une gourmette d'argent coincée dans la vase. Les inscriptions correspondent aux initiales de disparus notées dans les registres. La découverte est signalée, brièvement mentionnée dans la presse locale, puis classée comme objet sans valeur. C'est seulement dans les années 1980 que le puzzle commence à s'assembler. Un archiviste, feuilletant les registres de l'hôtel déposés aux archives départementales, remarque les colonnes vides, des entrées sans départ. Intrigué, il recoupe avec d'autres fonds, registres de succession, plaintes de famille, annonces judiciaires. Peu à peu se dessine une série d'absences qui ne peuvent pas être des coïncidences. En 1985, une historienne locale, Claire Deveau, publie un article dans une revue confidentielle. Les disparus de Saint-Bricourt, mythe ou réalité. Elle y compile une quinzaine de cas concordants, cite les lettres de famille, reproduit des extraits du fameux compendium retrouvé dans les affaires de Delorme. L'article fait scandale dans le cercle des érudits, mais n'atteint pas la grande presse. Les élus locaux, craignant de ternir l'image touristique de la région, minimisent aussitôt légende rurale, rumeurs de café. Pourtant, le malaise s'installe. Les habitants redécouvrent avec ces publications des histoires entendues dans leur enfance. La chambre 14, les mâles descendus aux caves, les charrettes de nuit. Ce qui passait pour du folklore retrouve soudain une base documentaire. Les silences d'hier se transforment en soupçons. Les années 1990 apportent une nouvelle pièce au dossier. Lors de la destruction d'un bâtiment annexe, une poutre est retrouvée, avec des inscriptions gravées au couteau 1879 HA, suivies de 3 croix. Le musée local décide de la conserver, exposée comme curiosité. Mais pour ceux qui connaissent le rôle d'Hortense Vaurhin, la gouvernante, ces initiales ont valeur de signature macabre. À partir de là, l'affaire du Grand Hôtel des Disparus cesse d'être un simple ragot. Les chercheurs indépendants, journalistes locaux et associations de mémoire s'en emparent. Ils parlent ouvertement de disparitions organisées, d'un système économique fondé sur le pillage des voyageurs isolés. Le dossier devient une plaie ouverte. Et si, sous les dorures d'un hôtel bourgeois,
la vallée avait couvert le plus long crime en série de la province. Au tournant des années 2000, la question du Grand Hôtel des Disparus ressurgit une nouvelle fois, cette fois-ci portée par les descendants des familles. Plusieurs d'entre eux, ayant découvert les lettres conservées dans leur grenier, écrivent à la mairie et au conseil départemental pour demander une reconnaissance officielle. L'affaire prend une ampleur inattendue lorsqu'un hebdomadaire national publie un dossier intitulé « Le silence de Saint-Bricourt ». Sous la pression médiatique, une commission historique est constituée. Elle rassemble des archivistes, des historiens, des juristes. Leur mandat ? Déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour parler d'un système criminel organisé autour de l'hôtel entre 1871 et 1885. Leurs travaux mettent en lumière les registres falsifiés, les objets retrouvés, les témoignages indirects. Le rapport, remis en 2003, conclut à un faisceau d'indices concordants laissant supposer la disparition non élucidée d'au moins 20 voyageurs. Mais il s'arrête là. Pas de nom, pas d'accusation directe. La justice ne peut rien contre des coupables morts depuis un siècle. Ce flou nourrit la colère des descendants. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'histoire, mais d'un crime effacé. Ils réclament un mémorial, un lieu où graver les noms des disparus. Le conseil municipal rechigne. Certains habitants redoutent que l'image du village, désormais tournée vers le tourisme vert, soit ternie par une réputation macabre. On débat âprement. Vaut-il mieux protéger la mémoire des victimes ou préserver l'économie locale, exactement comme au XIXe siècle. En 2007, un compromis est trouvé. Dans un petit square, à l'écart du centre, une stèle discrète est inaugurée. Elle porte une inscription neutre, à la mémoire des voyageurs disparus entre Lyon et Genève, dont le destin demeure inconnu. Pas un mot sur l'hôtel, pas de nom. Les familles sont présentes, certaines pleurent, d'autres repartent amères. Pourtant, la mémoire collective s'est fissurée. Les visites guidées du village ne peuvent plus ignorer le sujet. Des chercheurs publient des articles, des étudiants choisissent le thème pour leur mémoire. Le Grand Hôtel, démoli dans les années 1960, n'existe plus, mais son ombre plane encore sur la vallée. Ce qui reste de l'affaire, ce n'est pas une vérité judiciaire, il n'y en aura jamais, c'est une leçon plus froide. Le crime, lorsqu'il se mêle aux intérêts économiques et à la complicité des puissants, peut se fondre dans les murs au point de disparaître des radars officiels. Le silence collectif devient un complice aussi efficace que n'importe quelle arme. Et c'est peut-être cela le plus glaçant. Pendant près de 20 ans, un hôtel a pu accueillir des voyageurs, leur servir du vin, leur offrir des chambres garnies, et en faire disparaître certains en toute impunité. Non par magie, non par malédiction, mais par choix humain, par cupidité, par lâcheté. Aujourd'hui, quand on évoque le Grand Hôtel des Disparus, on ne parle pas d'un fantôme, mais d'un miroir, celui d'une société capable d'accepter l'intolérable tant qu'elle y trouve son intérêt. Alors souvenez-vous de cette histoire, et si vous croisez un jour les colonnes d'un vieux registre, ne regardez pas seulement les entrées, cherchez les absences, les lignes qui manquent, les départs jamais inscrits, car c'est souvent dans ces silences que se cache la vérité. Voilà ce que révèle l'histoire du Grand Hôtel des Disparus. Pas une légende, pas un conte de superstition, mais la mécanique froide d'un système où l'avidité et la peur se sont alliées pour effacer des vies humaines. Entre 1871 et 1885, des dizaines de voyageurs ont franchi le seuil de cet établissement sans jamais en ressortir. Les murs ont gardé leurs bagages, les registres ont effacé leurs noms et les autorités ont préféré détourner les yeux. Il n'y a jamais eu de procès, jamais eu de coupable officiellement désigné. La justice s'est arrêtée aux portes de l'hôtel, protégée par l'influence des Vaurins, par l'argent qui irriguait toute la vallée. Le silence de l'État, le silence de l'Église, le silence des voisins, voilà ce qui a permis au crime de prospérer. Ce qui glace encore aujourd'hui, c'est la banalité du mal. Ce n'était pas une secte, ni une bande de brigands dans les bois, mais un hôtel respectable, avec ses salons, ses réceptions, ses registres impeccables. Tout se passait à la vue de tous. Et pourtant, personne n'a rien dit.
parce qu'il était plus confortable de profiter de la prospérité que d'affronter la vérité. La morale est brutale mais nécessaire. Le danger n'est pas seulement dans l'acte criminel, il est dans l'indifférence qui l'entoure. Ce qui a tué ces voyageurs, ce n'est pas seulement l'avidité des Vaurins, c'est aussi le silence complice d'une communauté entière. Alors, souvenez-vous, la critique, la vigilance, le courage de parler sont les seules armes contre ces crimes qui se déguisent en normalité. Parce que le mal n'a pas besoin d'ombre pour prospérer, il suffit qu'il rencontre une société qui préfère détourner le regard. Si cette histoire vous a glacé le sang, si vous voulez découvrir d'autres vérités enfouies, d'autres affaires que l'histoire a tenté de classer sous silence, abonnez-vous, car chaque semaine nous rouvrons un dossier que le temps avait presque effacé. Et croyez-moi, le Grand Hôtel des Disparus n'est pas la seule bâtisse à avoir avalé ses hôtes.